Cette semaine à l'émission, Étienne-Alexandre Beauregard, Laurence Godin-Tremblay et Sylvain Aubé accourent au chevet de la société occidentale qui serait, semble-t-il, en déclin. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici votre animateur Antoine Malenfant pour cet épisode consacré à quelque chose de très joyeux, le déclin. C'est pas de mon déclin dont il sera question, quoique peut-être un peu, ça pourrait être divertissant. Mais du déclin de l'Occident, ça peut paraître un peu trop englobant, mais on prendra bien soin de cibler de quoi il s'agit assez rapidement dans l'épisode. Pour ce faire, nous avons une formidable tablée. Étienne-Alexandre Beauregard, bonjour. Bonjour. Essayiste, j'oserais dire prolifique, mais est-ce que c'est prolifique? 3 essais déjà à ton compte. Il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. C'est un bon départ, disons. Donc, essayiste et aussi chercheur chez Cardus, l'Institut Cardus, qu'on connaît bien ici, au Verbe. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Tu as publié récemment Anti-civilisation, pourquoi nos sociétés s'effondrent de l'intérieur. On aura abondamment l'occasion d'en discuter dans la prochaine heure. Pour discuter des thèmes de cet ouvrage, Laurence Godin-Tremblay, salut. Salut Antoine. Philosophe, prof de philo. Oui. Au Grand Séminaire de Montréal, entre autres choses. On n'est pas du monde. Tu es comme notre prof de philo en résidence ici. Un petit peu. Vous avez beaucoup de gens en philo, hein? Oui. C'est-tu un problème? Tu vois ça non. Comme un... Non? OK. Ça dépend. Ça dépend de quelle sorte de philosophe. Si c'est de ta sorte, ça va, hein? C'est ça. Grande amoureuse de Thomas d'Aquin et d'Aristote. Tu as lu le livre d'Étienne-Alexandre? Oui, je l'ai lu, je l'ai dévoré même. Là. J'ai lu ça avec beaucoup d'appétit, d'attention. Je l'ai même relu en partie. Là. Fait que je suis tout à fait exaltée à l'idée de parler de ce livre-là. Yes. Et pour aussi alimenter cette discussion sur le déclin de l'Occident, Sylvain Aubé, salut. Salut Antoine. C'est un thème joyeux, tu trouves? J'aime ça. Tu es avocat de profession, mais aussi chroniqueur occasionnel sur ce plateau et t'écris de temps en temps aussi sur notre site web, leverbe.com. On est vraiment ravis de t'avoir avec nous. Je le disais d'emblée, là, on parle de ce thème du déclin de l'Occident, mais c'est pas moi qui le dis là, que l'Occident est en déclin, en tout cas pas que moi. Il y a Ross Douthat qui a écrit récemment « Bienvenue dans la décadence ». Il y a déjà une dizaine d'années, Fabrice Adjad signait un livre intitulé « Puisque tout est en voie d'effondrement, de destruction hein, », citant une épître de Pierre. Et là, un autre pavé dans la mare, disons, de ce déclin, anti-civilisation, pourquoi nos sociétés s'effondrent de l'intérieur. Ça laisse entendre que c'était mieux avant, Étienne-Alexandre, non? Bien, peut-être qu'on peut dire ça comme ça, mais l'intention vraiment du livre, oui, il y a la question du déclin, mais moi, c'est vraiment la question de la cohésion qui m'intéresse. Parce que déclin, c'est très relatif. Qu'est-ce qui décline, qu'est-ce qui s'améliore? Moi, c'est vraiment cette question-là de qu'est-ce qui tient nos sociétés ensemble, qu'est-ce qui fait que les citoyens se reconnaissent dans quelque chose de commun. J'ai l'impression que si on veut mettre le doigt sur quelque chose qui a décliné justement en Occident, c'est probablement ça. Le lien. Oui. Puis Ross Douthat, justement, dans son livre, lui, il appelle sa décadence, justement, c'est la continuation du progrès matériel, mais la stagnation du progrès culturel / moral, voire le déclin à ce niveau-là. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire là. Puis justement, c'est cette idée-là, puis je pense que c'est assez largement partagé, cette idée qu'on a l'impression que nos sociétés, dans ce qu'elles ont de commun, c'est moins fort que ce qu'il y avait avant, notamment. Et tu te décris toi-même et tu es décrit par plusieurs comme étant une figure émergente du national-conservatisme, donc, disons les choses un peu plus à droite. Là. Oui. Mais c'est un constat qui se fait à gauche aussi, cette perte du lien-là. On avait dans nos pages, il y a de ça quelques mois, Catherine Dorion, qui a à peu près le même discours, donc qui est plus à gauche. C'est pas un truc exclusif à la droite que cette lecture-là d'une société en déclin, ou du moins d'un lien social, d'un liant social qui s'effriterait. Laurence? Bien, dans le fond, ce que tu veux dire, c'est que c'est pas tant le déclin de l'Occident en général que le manque de cohésion, l'individualisme, là, finalement, là, que tu dénonces, en quelque sorte. Là. Tu dis, finalement, que nos sociétés, on n'est plus capable de faire corps, de voir une unité, d'avoir un sentiment d'appartenance, là, de ce que j'ai compris. Là. C'est surtout ça que tu veux
Oui, c'est tout à fait ça. Puis c'est de dire justement, comme disait Raymond Aron, que je cite au début, il disait, on dirait que les citoyens pensent que la société leur doit tout, mais qu'ils ne leur doivent plus rien. Puis juste si on regarde dans les années 60, on se souvient de la phrase de Kennedy, hein? Demande pas ce que ton pays va faire pour toi, mais qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays. T'sais, aucun politicien oserait dire ça aujourd'hui, parce que les citoyens ne voteraient pas pour lui. Là, c'est clair. Fait que déjà là, on voit qu'il y a eu un changement culturel. Puis on peut tout de suite rentrer dans le grand sujet de la liberté et de la vision qu'on a aujourd'hui. Au banc des accusés, exactement. Il y a cette conception de la liberté que tu identifies assez rapidement. Je parle du banc des accusés, parce que je parle en avocat. T'as vu ça aussi, la question de la liberté, Sylvain Aubé, comme un potentiel, en tout cas, non, assurément comme un problème dans la conception qu'on a du lien social aujourd'hui? Ou une limite, là, de dire que la liberté négative, elle a un sens, là, c'est important. Là, Qu'est-ce qu'on entend par liberté négative? La liberté négative, c'est la liberté de ne pas se faire quelque chose. Donc, de ne pas se faire empêcher de faire ce qu'on veut. Donc, fais ce que tu veux. De contrainte. Fais ce que tu veux tant que ça ne me dérange pas, moi. Voilà. Et donc, encore une fois, dans une certaine mesure, ça a une valeur, là, parce que l'absence totale de liberté négative, ça serait du totalitarisme. Ça ferait que le gouvernement pourrait tout contrôler. Le problème, c'est que la liberté aujourd'hui n'est définie presque seulement en termes négatifs. Donc, la conception plus positive d'une liberté, là, de faire des choses, elle est pas intuitive, là. Elle n'est pas courante dans le discours public aujourd'hui. Oui, puis je pense que la liberté bien comprise doit être orientée vers un bien supérieur, parce que moi, ce que j'essaie de faire transparaître dans le livre, c'est que la liberté en soi, ça ne peut être qu'un moyen, pas une fin, et surtout au sens négatif quand on l'entend, parce qu'il faut toujours se demander, moi, je pense pas que la liberté de faire le bien et la liberté de faire le mal doivent être mises sur le même pied. Puis je pense qu'on s'en rend compte un peu instinctivement. Par exemple? Par exemple, bien, si tu veux un exemple que j'aime bien, parce que quand on dit justement liberté négative, ma liberté s'arrête là où celle de l'autre commence, on pense que c'est très sage, alors que souvent, ça l'est peut-être pas autant. La question de la drogue, c'est un bon exemple, parce que ça nous met un peu face à notre contradiction là-dessus. Parce que si je décide, par exemple, si je deviens accro à une drogue dure, par exemple, bien, c'est à moi que je fais du mal. Techniquement, je fais pas de mal à personne d'autre, mais on est capable de voir qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. Puis on est capable aussi de voir que c'est pas me rendre un service que de me dire, bien, continue, tu le fais en toute liberté. Et ça réduit certains actes, entre guillemets, privés à des actes strictement privés, alors qu'ils ont forcément des conséquences sociales. Je veux dire, un père de famille qui prend des drogues dures et qui en vient jusqu'à l'overdose, il y a quelqu'un quelque part aussi autour qui va payer pour ça. C'est comme complètement oblitéré, ça, non? Bien, c'est ça. Puis je pense que c'est un peu le problème aujourd'hui quand on parle de liberté négative, parce qu'il y a cette illusion-là derrière que ça n'a jamais de conséquences sur les autres. Oui, c'est ça. Parce qu'il y en a toujours qui sont un peu plus diffuses, mais il y en a quand même. Par exemple, si on rentre dans le sujet de la famille, la question de... Quand tu entres dans une famille, on en fait tous partie, d'une manière ou d'une autre, c'est qu'on a des responsabilités les uns envers les autres. Fait qu'à partir de ce moment-là, cette idée que les êtres humains sont tous des espèces d'atomes autonomes qui se doivent à rien les uns les autres, bien, de fait, ça existe à peu près jamais. Mais c'est quand même cette conception-là de l'individu qui est un peu la matrice derrière la liberté négative. Fait que c'est là que moi, j'ai un peu plus de misère parce que c'est rare que ça fonctionne dans la pratique. Laurence? Ben moi, ça me fait penser... j'avais un prof de philo qui donnait cette image-là qui m'a toujours amusée, là, qui disait quand tu fais pipi dans la piscine, ça affecte tout le monde. Là, au sens où... C'est vrai qu'il y a ce principe-là aussi chez les anciens. Pour Aristote, n'importe quel vice que tu poses, là, qui soit privé, est une forme d'injustice. Au sens où c'est justement... Si on est pour faire corps, si on est pour faire équipe, là, un peu comme si... Quand on est un joueur de soccer, mettons, dans une équipe, ne pas s'entraîner, c'est pas juste un mal pour nous, mais c'est un mal pour l'équipe tout entière. Puis pour ta thèse sur la liberté négative, je trouve que tu as une critique pertinente. Là. Tu me diras si j'ai bien compris, mais j'ai trouvé que... d'abord, tu montres bien qu'il y a comme une contradiction dans les termes, là, au sens où finalement, pour ce qui est de la sexualité, tu montres que ça conduit à des paradoxes, comme de penser qu'on peut choisir librement la prostitution, par exemple, là, ou le BDSM, ou que tu connais sans doute. Oui. Mais toutes ces pratiques-là, finalement, qui reposent sur cette idée qu'il n'y a rien de bien et mal, là. Tout est une question de consentement, là, parce que la liberté... Comme si on ne pouvait pas consentir au mal, finalement. Parce que la liberté négative, là, à un moment donné, tu le soulignes, là, c'est que ça repose aussi sur une absence de projet pour l'être humain, là, au sens où, finalement, on dit qu'est-ce que l'être humain devrait choisir?
Rien, parce que finalement, c'est à chaque individu de le déterminer si on ne veut pas limiter sa liberté. Ça, c'est une première chose. Mais l'autre chose, j'aimerais ça peut-être si tu peux en parler. J'ai l'impression aussi que tu dénonces là une fausse neutralité. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on donne les choix à tout le monde, puis que finalement, par exemple, on l'a vu dernièrement avec le phénomène des tradwives, là, finalement, quand une femme choisit autre chose que ce qui est, disons, maintenant la norme dans la société, là, une vision plus traditionnelle, on dénonce cette femme-là comme si elle n'avait pas fait un choix libre, presque. Là. On dit quasiment, vous avez le droit de tout choisir, mais ce choix-là ne l'est pas vraiment. Si ou c'est comme si l'absence de normes, moi j'avais travaillé là-dessus dans mes études, de normes procréatives, là, telles qu'enseignées par l'Église catholique, si on a tout aboli ça, comment accueillir un enfant dans un mariage stable, etc., on est passé à autre chose, mais c'est comme s'il n'y avait plus de normes. Mais non, il y a une nouvelle norme. C'est vrai dans tous les domaines. Sur le point que tu mentionnais, Laurent, je pense que c'est très vrai. T'sais, moi, dans plusieurs entrevues, on me demande c'est quoi la liberté négative. Bien, de fait, aujourd'hui, c'est là que ça devient très vicieux, c'est que souvent, on définit le fait d'être libre seulement quand tu t'affirmes contre les institutions dans lesquelles tu t'inscris, que ce soit la famille, la communauté, l'école, l'Église, la nation. C'est comme s'il y avait une espèce de suspicion de conformisme. Du moment que tu adhères au modèle comme lié. Pire encore, si tu fais le choix contre-culturel d'adhérer à un modèle qui est vu comme trop traditionnel, bien là, on suspecte tout de suite d'aliénation. C'est comme, est-ce que je peux, puis moi, c'est la question que je dis texto dans le livre un moment, est-ce que je peux librement choisir la tradition? Puis il y a beaucoup de gens que, en tout cas dans la manière qu'ils le traitent aujourd'hui, la réponse, c'est non. Pour eux, on ne peut pas librement le choisir. Puis à ce moment-là, c'est là qu'on atteint un paradoxe, parce qu'on dit, OK, mais dans le fond, est-ce que je suis vraiment libre si ma liberté est très orientée, puis qu'on me dit, c'est comme ça que tu dois agir si tu es libre. Puis de fait, on a juste remplacé un ensemble de normes par d'autres. C'est pour ça qu'il n'y a jamais vraiment une espèce de neutralité autour de ça. Mais dans le fond, on pourrait dire que les tenants de la liberté négative ont finalement la même vision de la liberté dont tu parlais tantôt. C'est-à-dire, tantôt tu disais, c'est pas vrai que deux choix sont à égalité. Mettons, le choix de consommer de l'héroïne ou de m'abstenir d'héroïne, c'est pas deux choix réellement égaux en termes de liberté. Un va me mettre en esclavage, l'autre va perfectionner ma nature puis me rendre plus libre. Fait que là, tu dis, dans le fond, les tenants de la liberté négative, c'est ce que j'ai compris en tout cas, ont le même schéma, c'est juste qu'ils peuvent inverser les choses. C'est-à-dire, sur la sexualité, il y a eu une inversion. Oui, mais puis la différence, en fait, c'est qu'ils ne l'assument pas. Puis moi, personnellement, là, c'est le côté philosophe, je devine que tu le partages aussi, j'aime beaucoup mieux celui qui va me dire « Moi, je crois en une vision du bien. La voici, et voici pourquoi on devrait agir ainsi. » Et y adhérer librement. Oui, mais c'est comme, présente-moi ton cas, explique-moi pourquoi c'est bien avec un grand B ce que tu proposes. Et à ce moment-là, on pourra en discuter, on pourra discuter du projet. Je trouve que c'est beaucoup plus insidieux quand on arrive au contraire en disant non, moi je suis dans une position neutre. Ce que je propose, Astérix, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise situation. Exactement, parce que c'est une manière beaucoup plus pernicieuse de pousser un projet. Puis c'est ça qu'on voit en ce moment. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de projet derrière, c'est juste que quand on ne l'assume pas, c'est beaucoup plus insidieux justement comme manière de le défendre. Bien, je me demande à ce moment-là dans quelle mesure c'est la liberté négative le problème, parce que quand on dit que la liberté négative prend toute la place, je pense que ce serait peut-être vrai d'un point de vue de la doctrine légale ou de la politique, mais pas au niveau de la culture, pas au niveau des idées dans la société. Il y a des idéaux qui sont présentés, il y a des systèmes de valeurs, il y a une moralité qui se nomme pas forcément telle quelle, mais c'est le cas. Donc voilà, est-ce que c'est ça le problème finalement, la liberté négative? Est-ce qu'on ne devrait pas distinguer justement ce qui se passe au niveau politique et légal et ce qui se passe culturellement dans la société comme deux enjeux distincts? Bien, il y a une part de vrai, parce que c'est vrai que la liberté négative existe réellement peut-être juste dans une sphère qui est très circonscrite. Après, il y avait une part de moi qui avait envie d'appeler le chapitre sur la liberté « La liberté n'existe pas ». Ça aurait été sans doute assez polémique, mais vous comprenez l'idée. C'est de dire que justement, quand... Moi, je pense pas qu'on peut sortir du débat sur le bien. Je pense qu'on va jamais pouvoir en sortir puis qu'on devrait l'assumer puis aller de l'avant là-dessus. Puis ça va nous permettre d'avoir une meilleure vision justement d'où on s'en va collectivement. Parce que d'une manière ou d'une autre, c'est comme le débat sur la neutralité. C'est difficile. Puis par exemple, on parle beaucoup de neutralité de l'État ces jours-ci. C'est, je pense, à peu près impossible pour un État d'être réellement neutre parce qu'il va toujours... de par ce qu'il va encourager, ne serait-ce que fiscalement, il va toujours avoir une vision du monde, une manière de vivre qui va être encouragée de fait par l'État. Fait qu'à ce moment-là, je pense que toute l'histoire de la neutralité, souvent, il y a une part d'hypocrisie là-dedans, puis j'aimerais mieux, en tout cas, moi, j'aime mieux, j'ai plus de respect pour mes adversaires idéologiques même qui vont dire « Voici ce que je pense qui est bien, voici pourquoi », puis à ce moment-là, discutons-en franchement. T'sais. Tu parles de la civilisation comme étant ce qui peut brider les pulsions individuelles ou encadrer
la liberté et l'orienter, disons, vers le bien. Qu'est-ce qui fait que cette civilisation-là, parlons de la civilisation occidentale, a échoué ou échoue de plus en plus dans ce rôle-là d'encadrement? Bien, je pense que depuis les années 60-70, c'est clair que la vision qu'on a de la contrainte en général, des normes, puis par extension un peu de la majorité, parce que tout ça vient du même endroit, c'est un peu une sorte de réflexe par rapport au traumatisme totalitaire. En tout cas, moi, c'est ma théorie personnelle. Comme quoi, alors qu'il n'y avait pas que du vrai là-dedans, on a imputé aux majorités, que ce soit dans l'Allemagne nazie ou même dans le totalitarisme soviétique, cette idée-là que, justement, c'était des régimes de tyrannie de la majorité, alors que, de fait, c'était des dictatures idéologiques contrôlées par une petite caste, comme la plupart des dictatures. Et on a eu cette espèce de suspicion-là maintenant en disant, OK, bien, si Auschwitz a été possible, si le goulag a été possible... On reste avec l'idée que ça avait la faveur populaire, donc... Ouais, c'est ça, d'une certaine manière. Puis on se dit, OK, on s'est méfié à juste titre de l'autoritarisme, parce qu'il n'y a personne qui veut vivre dans un régime totalitaire. Mais il ne faut pas complètement amener le balancier de l'autre côté, puis être capable de dire qu'il y a quand même effectivement un socle d'ordre, entre guillemets, un socle culturel, un socle moral, j'ose dire, qui doit encadrer la liberté, parce que sinon, justement, on vient dans cette forme-là négative, au pire sens du terme, qui engendre la déconstruction. Laurence? Bien, c'est ça. Tu dis finalement, de ce que je comprends de ça, là, tu as un chapitre sur l'homme ordinaire, là, duquel tu fais en quelque sorte l'éloge, que tu sembles penser, c'est ça, qu'on a eu un traumatisme par rapport à cet homme ordinaire-là, là, au sens où on aurait l'impression que cet homme-là ordinaire peut se transformer en nazi le moindrement que quelqu'un lui demande ou des choses comme ça, là, qu'il y a quelque chose à contrôler. L'homme du devoir aussi, hein? C'est ce qu'on peut lire. Ouais. Et là, à ce moment-là, de ce que je comprends, ce que tu veux dire, c'est qu'il faudrait comme autoriser à... Il faudrait pas le contraindre, cette normalité-là, il faudrait pas encourager cette espèce d'ordinaire-là. C'est ce que tu veux dire quand tu dis que... Parce que la question d'Antoine, c'était, tu sais, pourquoi l'État n'arrive plus à restreindre les pulsions de chaque individu? Mais, en tout cas, j'espère que je vois que ma question n'est peut-être pas claire, là, mais en quoi c'est lié au fait qu'on a un traumatisme face à la majorité ou l'homme ordinaire? À ce moment-là, je pense que si on revient à l'homme ordinaire, dans le livre, moi, je pars de la prémisse en disant les révolutions démocratiques qui ont été faites, que ce soit aux États-Unis, en France, même au Royaume-Uni, qui est un peu plus soft, il y avait derrière cette idée-là que l'absolutisme ne fonctionnait pas, qu'on ne pouvait pas avoir seulement une personne qui gouvernait l'ensemble, parce que d'une certaine manière, on pensait que les peuples, que la majorité était sage, qu'elle était capable de se gouverner. Puis si on ne pense pas que la majorité est sage, bien à ce moment-là, il ne faudrait pas vivre en démocratie, parce que de fait, c'est le régime qu'on institutionnalise. Et d'ailleurs, c'est pour ça justement que dans la seconde moitié du 20e, on a des auteurs comme Karl Popper, par exemple, dans La Société ouverte et ses ennemis, qui va dire assez directement, pendant un temps, la menace à la liberté, ça a été les souverains. Maintenant, c'est le peuple. Ainsi, il faut faire attention. Et la démocratie, maintenant, ça ne doit plus être le pouvoir au peuple, comme on l'entend classiquement, mais bien davantage la liberté pour chacun de mener sa vie comme il l'entend. Et là, c'est là qu'on bascule vers une autre vision de la liberté. Puis c'est là qu'on voit que le projet démocratique, d'une certaine manière, change de sens. Puis je pense que ce constat-là, ce qui est intéressant, c'est qu'un penseur comme Popper, oui, c'est un académique, il y a certains qui l'ont lu, mais ça a assez bien basculé dans la vulgate populaire, parce que ce constat-là, cette idée qu'il faudrait se méfier en quelque sorte de la majorité, etc., on l'entend assez souvent par des gens qui ont jamais lu Karl Popper. Des idées du beauf, par exemple. Oui, exactement. Pour nommer les choses. Ben oui, c'est ça, le beauf, le basket of deplorables, comme disait Hillary Clinton, Joe Biden disait garbage, pour parler de certains électeurs. Tu sais, cette vision-là aussi que les gens, puis on s'entend, il y a une dimension de classe là-dedans, que les gens qui n'ont pas fait d'études, les gens qui travaillent dans des métiers manuels, auraient moins de jugement que les autres, dans le fond. Puis c'est pour ça un peu que la démocratie ne marche pas, parce que ces gens-là sont encore trop nombreux aux yeux d'une certaine élite, on peut le dire. Là, j'utilise le mot élite cognitive, qui souvent s'appellent comme ça eux-mêmes, et qui considèrent en fait qu'il y a seulement quelques éclairés, que ce soit une technocratie, etc., qui devraient mener la société. T'sais. On va revenir là-dessus en deuxième segment, d'ailleurs, sur le populisme. Sylvain, oui? Oui, je me demande, parce que tu as une brève mention dans ton livre, je serais curieux de t'entendre plus au sujet des contre-pouvoirs. On comprend que tu déplores comment les contre-pouvoirs, aujourd'hui, au fond, ne le sont pas vraiment, parce que c'est la même caste que le gouvernement, c'est la même faction. Mais est-ce qu'on devrait abolir l'idée du contre-pouvoir? Est-ce que ça a quand même un sens, les contre-pouvoirs, dans ce qu'on souhaiterait
Ben oui. Concrètement, tu parles par exemple des médias qui viennent contrebalancer le politique, du judiciaire qui peut venir aussi. Les médias et les tribunaux là, sont peut-être les deux contre-pouvoirs les plus typiques. Là. À ça, j'ajouterais les universités aussi sur le plan idéologique. Puis en fait, moi, je pense que ce qui serait le plus simple, parce que on peut parler justement de la question du populisme. Moi, je suis pas de ceux qui disent qu'il faudrait brûler toutes les institutions. Je pense que c'est je ne vais même pas dire utopique, c'est plutôt dystopique de penser ça aujourd'hui, mais c'est de dire on peut quand même reconnaître qu'il y a certaines institutions qui ne fonctionnent pas. Puis justement, à partir du moment où on a un clivage politique qui s'enligne de plus en plus entre le 1/3 diplômé universitaire progressiste et le 2/3 non diplômé plus conservateur culturellement, mais si le pouvoir politique est exercé par des gens du même camp, de fait, mais que justement les universités, les tribunaux, les médias sont aussi issus de ça, c'est sûr qu'on a un problème de représentation. Ils vont dans les mêmes écoles, votent du même côté. Voilà. Et à ce moment-là, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on est capable d'avoir du pluralisme à l'intérieur des contre-pouvoirs? Moi, je pense que l'avenue, c'est ça. T'sais, par exemple, pourquoi à l'université aujourd'hui, on ne peut pas avoir, sans dire moitié-moitié, mais au moins, je sais pas, 1/3 de profs qui sont plus conservateurs et qui l'assument? Pourquoi dans les médias, on n'est pas capable d'avoir un plus large éventail de voix? Est-ce qu'il y a des données là-dessus, sur ces tendances-là, à l'intérieur des institutions? Sur les universités, bon, des sondages au Québec, il n'y en a pas, mais au Canada et en Grande-Bretagne, aux États-Unis, il y en a. Puis je pense que quand on demande aux professeurs dans les facultés, il faudrait que je vois les chiffres exacts. C'est un fait d'expérience aussi. C'est plus que 75% qui s'identifient à gauche. Fait qu'à ce moment-là, on voit juste, tu compares aux résultats des élections, tu dis, oh, il y a une petite disparité. Oui, clairement. C'est passionnant, c'est déjà très bien lancé comme discussion. On prend une petite pause, puis on revient tout de suite après pour essayer d'embrasser un thème assez important dans ce livre-là, mais assez important pour notre époque aussi, celui du bien commun. À tout de suite. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. Vous êtes de retour avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. Je suis avec Laurence Godin-Tremblay, Sylvain Aubé et Étienne-Alexandre Beauregard. On discute aujourd'hui du déclin de l'Occident. Eh bien, est-ce qu'il y a un moyen de s'en sortir? On l'espère bien, hein? Sinon on ne serait pas ici à en parler, si tout était foutu d'avance. Un thème important dans toute la pensée philosophique dont on a hérité des Grecs, mais aussi de saint Thomas, il y a la question du bien commun qui revient à plusieurs moments dans ce livre « Anti-civilisation » qu'Étienne-Alexandre Beauregard signe cet automne. Qu'est-ce qu'on entend par bien commun, Étienne-Alexandre? Un bien commun, je vais emprunter l'expression qui vient de Charles de Coninck, qu'un ami m'a récemment fait découvrir. Un bien commun, c'est un bien qui se multiplie, plus il y a de gens qui se l'approprient. C'est l'inverse d'un bien qui est fini puis qui s'appauvrit, plus on le divise. Et en fait, moi, la manière dont je le définis dans le livre, c'est vraiment l'idée que l'être humain trouve son sens, trouve son appartenance quand il s'inscrit dans des institutions qui sont plus larges que lui. La famille, typiquement, c'est la première, parce qu'on reconnaît bien que la famille, c'est une institution qui est capable d'unir des hommes, des femmes, des enfants, et pour produire quelque chose qui est plus grand que la somme de ses parties. On pourrait dire la même chose d'une nation qui unit toutes sortes de familles, des gens d'arrière-plan, d'origines différentes, derrière une norme qui les dépasse. Et c'était un peu le pari aussi avec ce livre-là, de dire je ne vais pas seulement arriver avec des constats déprimants, essayer de proposer des solutions aussi. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans la pensée conservatrice, notamment aux États-Unis, la question du bien commun. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une urgence de la redécouvrir. Parce que le commun, c'était la patente de la gauche, là, jusqu'à récemment, en tout cas, plus ou moins récemment. Et là, tout d'un coup, c'est un thème que la droite, entre guillemets, s'est approprié ou a redécouvert. C'est quand même étonnant, ça. Et alors que la gauche se réfugie, entre guillemets, dans l'individu, c'est comme on marche sur la tête, c'est le monde à l'envers. Je suis le seul à voir ça comme ça. C'est ce qui est fascinant avec une réflexion. Tu citais Charles de Coninck, mais Charles de Coninck, quand il a écrit sur le bien commun, c'était en réponse en partie, pas seulement, mais aux marxistes, c'est-à-dire à des gens de gauche qui parlaient du bien commun, mais aux yeux de Charles de Coninck, pas de la bonne façon, et paradoxalement, de la même façon que les régimes totalitaires de droite. C'est-à-dire qu'il y aurait une prémisse semblable. La prémisse semblable étant qu'il y a une opposition entre le bien commun d'une famille ou d'une cité, ou même, Charles de Coninck va jusqu'à parler du bien commun de l'univers, là, ça c'est une autre question, mais il y aurait une opposition entre ça et mon bien particulier, c'est-à-dire ce qui est bon pour moi, pour Laurence, au sens où
sous un régime totalitaire, on a l'impression finalement que les individus sont reconduits à un bien qui est étranger à eux. Tandis que le bien commun, tu parlais d'un bien qui au lieu de se diviser, là, en fait, est multiplié. Bien, un exemple simple, c'est la vérité, là. Au sens où si moi, je détiens une vérité de plus 2 égale 4, là, je ne vais pas aller dans des sphères métaphysiques. On y va soft, ouais. Soft. De plus 2 égale 4, je devrais mettre tout le monde d'accord. Quoique. Toi aussi, tu peux le penser, Étienne peut aussi le penser, Sylvain. Puis à ce moment-là, il n'y a aucune division de ce bien-là. Il est commun au sens où il est un bien... Et même moi, je peux le découvrir et grandir de cette communication. C'est un bien qu'on a... Tous les individus sont appelés finalement à atteindre ce but-là en vue de notre nature commune, d'animal rationnel, j'oserais dire. Tandis qu'un bien particulier, c'est comme un biscuit, il y a juste moi qui peux l'avoir, ce biscuit-là. Puis il y a comme, autant dans certaines idéologies de gauche, autant dans certaines idéologies de droite, il y a cette, finalement, opposition-là. Fait que c'est soit, moi je pense que c'est ce que tu dénonces aussi en parlant de la liberté, c'est soit certains disent, de base, s'il y a une opposition entre les deux, je pense que l'État doit servir mon bien particulier. Puis là, il n'y a plus de cohésion sociale parce que chacun tire sa couverte de son côté. Là. C'est comme les dernières élections municipales, on essayait de convaincre de voter pour un candidat ou l'autre. Puis on me parlait tout le temps de mon bien particulier. Mais tu sais, le tramway, ça passerait proche de chez vous sans déranger avec les travaux, ça augmenterait la valeur de ta maison, des choses comme ça. Mais jamais, il n'y avait jamais cette idée d'un bien qui profiterait à tout le monde. Que finalement, on gagnerait tous ensemble à ce bien-là. Oui, mais ça, est-ce qu'on peut réalistement redécouvrir la valeur de ça, ce bien commun-là, en suivant un bon cours sur Charles de Cominck? Il est dur à lire. Je le recommanderais pas nécessairement. Un cours de philosophie avec Laurence, ou par où on... tu te dis, ça part un peu de la famille, etc. Ouais, mais je pense qu'aujourd'hui, l'importance du bien commun, on la voit dans ce qu'on a perdu. Parce que tu parlais de la vérité, Laurence, mais la paix, la sécurité, la confiance, c'est aussi 3 biens communs qui sont importants. Puis quand on parle de cohésion, qu'est-ce que ça nous amène, la cohésion, c'est ces 3 choses-là. Ouais. Parce que du fait, quand je suis capable de me reconnaître dans mon voisin, quand je sais qu'on a une culture de haute confiance, ça veut dire que, tu sais, comme l'exemple de est-ce que tu laisses tes portes débarrées chez toi ou pas? C'est comme la différence entre une société haute confiance, basse confiance. Il y a des gens plus parano, parce que moi, je les laisse débarrer, mon mari non, ça dépend. Mais c'est un exemple qui est trivial, mais on comprend l'idée quand même. Puis aujourd'hui, quand on voit, par exemple, quelque part comme la France, qui n'est pas si éloignée de nous, quand on regarde la question des violences dans les rues, la question des insécurités, c'est quelque chose qui nous fait redécouvrir l'importance, justement, de ce bien commun-là. Puis quand on parle de la traduction peut-être politique de ça, c'est super simple. Si tu regardes tous les sondages en Occident, dans à peu près tous les pays comparables aux nôtres, les gens, ils veulent juste 3 affaires. Super, super simples. De l'ordre, de pouvoir sortir de chez vous, pas te faire attaquer, pas te faire voler, tu es en sécurité. Un certain niveau d'égalité où on a une classe moyenne forte, où personne n'a à craindre pour son gagne-pain, où on est capable d'avoir une existence qui est quand même confortable, comme ça a été le cas depuis les 30 Glorieuses, et une certaine continuité identitaire aussi. Puis tout ça, c'est une demande, en fait, de sécurité. Puis je pense que c'est là qu'on voit justement que les gens ils constatent un effondrement parce qu'ils désirent une espèce de sécurité pour contrebalancer ça. Bien, une question qui serait importante, c'est à quelle échelle se situe la cohésion ou le bien commun? Ouais. Parce que toi, tu défends la nation, oui. Mais pourquoi c'est pas une autre échelle? Ça peut être plus élevé, ça peut être la fédération, ça peut être la terre entière, le monde. Ça peut être plus bas aussi. Ça peut être la région, la ville, la cité. Donc, je me pose la question, là, est-ce que la nation n'est pas trop vaste, n'est pas trop diverse, au sens négatif du terme, là, de gens qui ne sont pas d'accord entre eux, qui n'ont pas les mêmes valeurs? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réaliste d'avoir une cohésion puis un bien commun? Parce que pour bien les questions politiques, c'est une question de taille, finalement. Alors, pourquoi celle-là? Je pense que l'actualité, ou plutôt les derniers siècles, nous ont montré qu'on a une certaine forme de stabilité qui s'est faite à l'échelle nationale. Le monde des États-nations est fait ainsi. Puis la plupart des gens, quand on pense à dans quelle société on s'inscrit, quand on réfléchit un peu à la sphère publique, souvent, c'est à l'échelle de la nation que ça va se faire. Puis c'est le débat un peu. Et quelqu'un comme Roger Scruton, un penseur conservateur que moi j'aime beaucoup, dit souvent pour que la démocratie soit possible, donc pour que le désaccord soit possible, parce que l'idée de la cohésion, c'est pas qu'on puisse jamais être d'accord. Personne ne voudrait ça non plus, parce que le bien, il faut aussi pouvoir en débattre. Mais pour qu'une démocratie fonctionne, par exemple, pour que j'accepte de perdre les élections municipales, ça veut dire qu'il faut que je pense que les autres qui ont voté avaient mon intérêt à cœur. Parce que si c'est pas le cas, si on a l'impression que le processus démocratique, c'est plus un peuple qui s'exprime sur son bien et donc que ceux qui
sont en désaccord finissent par se rallier en disant « OK, ben c'est des gens de mon groupe qui ont voté pour, donc je me rallie », bien, ça devient une espèce de démocratie un peu bâtardisée où c'est l'instrumentalisation d'un pouvoir, d'un groupe contre un autre. Puis c'est là que ça peut un peu dégénérer, si on veut pas ça non plus. Mais quand on parle de polarisation, ouais. Des fois, je me pose même la question, là, est-ce que, même pas sur des enjeux ethniques ou culturels, sur des enjeux idéologiques, moraux, il ne commence pas à y avoir des peuples opposés au sein de la nation, là, de gens qui ne se souhaitent, qui n'ont plus un intérêt commun, qui ne se souhaitent plus le bien l'un de l'autre. Quand on parle de la polarisation, de la division au sein des nations, toi, tu vois un remède à ça? Tu penses que ça, je trouve qu'il n'y a plus de concorde, là, d'amitié civique, en quelque sorte. Voilà, que c'est pas juste des désaccords, justement. Là, ça devient de la haine, de l'hostilité. C'est même possible de rétablir ça. Oui, il y a une inquiétude, peut-être un pessimisme là, sur, le cynisme, sur la possibilité d'une vraie unité nationale. Ben à ce moment-là, je pense qu'on doit tous y travailler. T'sais. Moi, quand on m'invite pour aller débattre avec quelqu'un qui est en désaccord avec moi, c'est très, très rare que je vais refuser, à part s'il y a conflit d'horaire. Là. Mais c'est vraiment quelque chose que je pense qu'on doit réapprendre à faire puis qu'on doit réincarner. Puis à ce niveau-là, les élites, entre guillemets, ceux à qui on tend le micro, ont le devoir de montrer l'exemple. Parce que je pense que à haute échelle, quand on est par médias interposés, etc., c'est beaucoup plus facile de se cogner dessus durement quand on ne se voit pas en face à face, quand on n'a pas cette expérience-là directe. Alors que, puis d'ailleurs, les gens qui, en personne, souvent ont des désaccords, on n'est jamais politiquement d'accord avec tout le monde dans notre famille, bien, on est capable de se respecter quand même. T'sais. Fait que je pense que peut-être que d'avoir on l'espère. D'avoir ces interactions-là, peut-être plus à échelle humaine, puis de faire en sorte aussi que dans le discours public, les interlocuteurs réussissent à renouer avec ce ton-là. Puis on a tous le devoir de donner l'exemple à ce niveau-là parce que je pense pas qu'il y a personne qui gagne, en fait, quand on arrive là-dedans. Puis quand on est vraiment dans la foire d'invective, etc. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde en ce moment qui ont les yeux rivés sur les États-Unis. N'est-ce pas? C'est quand même la plus grande puissance mondiale, etc. Puis moi, le ton politique qui est là-bas, je pense que ce serait la pire chose à adopter. T'sais. Autant, je cite beaucoup de livres américains, autant c'est quand même une puissance intellectuelle qui ont toutes sortes d'idées, etc., puis qu'on peut s'en inspirer. Mais sur le niveau du ton du discours civique, ça, je pense qu'il faut vraiment faire attention. De ce que je comprends, c'est que finalement, la question devient... on a un pluralisme d'idées, on a un pluralisme religieux, il y a beaucoup de pluralisme dans notre société qui fait qu'on a de la misère à faire cohésion. Mais si je comprends ce que tu dis, c'est que pour plusieurs, la solution, c'est donc une tolérance... c'est-à-dire d'accepter ce pluralisme-là, d'accepter ce multiculturalisme-là, et de même prôner un certain relativisme, là, c'est ça. Mais à ce moment-là, c'est comme un serpent qui se mord la queue. Là. Il y a comme quelque chose que finalement, on voit bien que ça porte pas fruit. Là. J'ai l'impression que c'est ce que tu dis, puis que c'est pour ça qu'on arrive à une forme de déclin. Là. C'est-à-dire que c'est comme si dans une famille, on est en désaccord, fait qu'on dit on parlera jamais de ça, puis chacun fait son affaire, mais au final, c'est difficile de faire famille. Exact. Puis je pense que la question, comme tu disais, tout le monde voit bien qu'il y a un pluralisme de fait. Puis la vraie question, c'est pas est-ce qu'on accepte ou pas qu'il y existe un pluralisme en société, un pluralisme parce qu'il est là. La question, au contraire, c'est comment est-ce qu'on va créer l'harmonie. Certains ont tenté de nous dire, et beaucoup nous disent encore, que c'est en encourageant chaque particularisme à se valoriser au nom de son particularisme qu'on va atteindre l'harmonie. Moi, au contraire, j'y vois la meilleure recette pour avoir des conflits. Et je pense que les dernières années nous le prouvent. Et l'idée... Le remède, en fait, c'est de dire, OK, est-ce qu'on est capable de trouver quel bien commun unit ces particularités-là et valoriser ça plutôt dans le discours public? Ce qui ne fait pas que ça nous enlève quelque chose à titre personnel, mais au contraire, quand j'interagis avec Antoine, quand j'interagis avec Laurence, quand j'interagis avec Sylvain, c'est au nom de ce qu'on partage, puis pas au nom de ce qui nous divise. Parce que si notre lien est basé sur ce qui est dissemblable entre nous, c'est une recette pour faire des frictions. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être dissemblable, mais ça veut dire qu'il faut trouver ce qui nous met d'accord, ce qui nous unit. Puis à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile d'accepter nos différences. Tu parles beaucoup dans ton livre de l'importance des normes, là, puis du fait qu'avant, en fait, c'est quelque chose que tu trouvais bien, là, c'est qu'avant, il y avait un encouragement à se conformer aux normes, là, à une forme de conformisme, là, qui justement est une façon de dépasser là, le pluralisme dont on parle. Là. C'est-à-dire, si je me souviens bien, tu donnes l'exemple, c'est ça, d'un immigrant qui arrivait, mettons, aux États-Unis ou dans un autre pays, qui essaie, même des fois, qui allait changer son nom. Là, les Asiatiques, des fois, le font. Pour se conformer à la culture du pays ou des choses comme ça. Mais comment est-ce que... je veux dire, cette norme-là, comment est-ce qu'on fait pour la défendre ou la changer? Parce que, par exemple, justement, on parlait de sexualité tantôt.
Tu parles de l'importance de familles unies pour le bien, des choses comme ça. Mais si on regardait les statistiques, la norme aujourd'hui, c'est plus en fait peut-être que Sylvain, c'est plus on a un avocat en droit de la famille. C'est quoi la norme? Je dirais que les familles pas mariées sont au moins plus nombreuses que les familles mariées. Oui, je pense que c'est 80 à peu près des enfants qui naissent hors mariage. Les séparations doivent être... en tout cas, on a l'impression des fois que c'est 50-50, là, mais je ne sais pas si... C'est difficile de trouver des statistiques exactes. Là, un chiffre que j'ai vu en Angleterre, c'est que 80 des enfants issus des familles non mariées, donc leurs parents se séparaient avant qu'ils atteignent l'âge de 15 ans. Mais au Québec, il se le dit, la propension à se marier est très différente, par exemple, d'ailleurs, au Canada. Ça, c'est ça. On ne peut pas faire 80 du 80 sinon ça serait vraiment catastrophique. Non, en effet. Fait que là-dessus, on a comme un petit jeu. C'est dur de trouver des statistiques exactes. Mais clairement, ce que je veux dire, c'est que c'est comme, qu'est-ce qu'on fait quand la norme... Parce que c'est ça, j'ai l'impression, OK, on va essayer de se rallier à une norme, mais qu'est-ce qu'on fait quand la norme, il faudrait la changer, justement? Comme dans ce cas-ci où je me dis, il me semble que ça serait mieux si la norme, ce serait pas qu'un couple au Québec soit pas marié, mais que ça serait mieux qu'un couple au Québec soit marié. Que ce soit ou par exemple, la norme présentement, c'est d'accepter ou d'accueillir de manière assez bienveillante l'euthanasie. Oui, c'est ça. Si ça, c'est la norme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on... Où tu donnes l'exemple d'une jeune fille qui se sent mal de ne pas avoir encore eu une relation sexuelle, qui se sent coupable de ne pas avoir eu une relation sexuelle à 17, 18 ans. Mais comment on fait pour renverser... Mais ça, je pense que il faut faire attention quand on est dans la discussion politique et qu'on parle de ça pour la raison suivante, c'est-à-dire que souvent, notre premier outil en tête, puis là, c'est l'ancien conseiller politique qui parle, c'est de passer par la loi. C'est pas tout qui doit se faire par la loi. Tu donnais l'exemple de certains immigrants par le passé qui changeaient leur nom. C'est jamais parce que c'était une contrainte étatique. Puis justement, c'était ça la force de la chose. Parce que la culture était attirante, parce qu'on disait, OK, si je veux réussir, c'est par là que ça va passer. Puis des fois, on a l'impression que c'est les messages contraires qui sont envoyés aujourd'hui, justement, quand on valorise le particularisme, quand on valorise l'excentricité plutôt que la norme. Mais tout ça est culturel. Fait que c'est sûr, les cultures, ça change lentement. Après, sur la question de la famille, sur la question des enfants, on peut parler, puis j'ai pas de position personnelle là-dessus parce que j'ai pas assez étudié le truc, mais le régime d'union parentale, par exemple, que le gouvernement a introduit, c'est exactement ce que ça visait. Tu sais, de dire, en ce moment, on a moins de gens qui se marient qu'ailleurs, etc. Il y a quand même des séparations, il y a quand même des enfants qui sont mal pris. Est-ce qu'on peut pas faire en sorte que du moment que tu as un enfant, tu es comme dans une espèce de semi-mariage? Oui, c'est les mariés sans les mariés. C'est ça. Puis il y a toujours du fine-tuning, tu sais, puis j'appuie pas ou je dénonce pas la politique parce que, comme je dis, je la connais pas assez, mais clairement qu'il y avait une idée là-dessus de dire, OK, comment est-ce qu'on peut essayer de ramener une forme de norme, au moins au nom de la protection des enfants, tu sais. Fait que c'est peut-être ce genre de réflexions-là qui viennent après, parce qu'on est toujours, puis c'est un peu le côté ingrat de la politique, mais on est toujours dans l'art du moins pire. Je reviens sur la notion de bien commun et plus largement, en tout cas, tu parles de la civilisation. Tu termines d'ailleurs un chapitre important, le 7e, en parlant de la civilisation. Mon Dieu, j'ai pas la citation exacte, mais je vais la donner. Pour éviter la guerre de tous contre tous, crainte par Hobbes, la solution de la guerre changée depuis 4 siècles, la sublimation des pulsions et des subjectivités au moyen des lois morales et écrites qui assurent le bien de l'ensemble, en d'autres mots, la civilisation. Alors, la civilisation comme rempart à la guerre totale, là, finalement, là, on comprend bien ça. Tu nommais il y a quelques instants Étienne Alexandre, puis je pense que la plupart des gens qui nous entendent sont d'accord avec ça. La paix, c'est un bien commun. La sécurité, mais on reste à un niveau assez matériel ici, comme si la civilisation ou la norme, ou en tout cas la politique même, était essentiellement quelque chose qui permet de bien vivre matériellement, et que c'est d'abord ça, là, je mets d'abord entre guillemets, ou en tout cas une des principales préoccupations de l'homme ordinaire, nommons-le, que d'avoir une bonne vie d'un point de vue strictement matérialiste. Est-ce qu'il y a moyen de penser le bien commun et même la civilisation comme une aspiration ou quelque chose qui élève l'homme d'une manière un peu plus transcendantale? Là, ben oui, c'est clair. Puis tu as revu sans doute le chapitre à la fin où je parle de la génération Z, de la mienne, de dire pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'elle se tourne davantage vers le conservatisme. On pourrait parler de la hausse des baptêmes en France, au Québec. Pour moi, il y a un lien direct entre ces deux phénomènes-là. C'est justement l'idée d'une certaine perte de repères, entre guillemets. Parce que la déconstruction des normes, ça a été aussi
la fin d'une certaine forme de transmission, d'un certain héritage qui peut être spirituel, qui est aussi culturel, qui est aussi moral. Puis à ce moment-là, c'est juste normal que des gens, quand ils arrivent dans la vingtaine, se demandent « OK, mais de quoi j'ai hérité? C'est dans quelle civilisation je m'inscris? Qui est-ce que je suis au final? » Puis à ce moment-là, il y a un besoin de repère qui est profond dans l'être humain. Puis comme tu dis, oui, c'est pas matériel du tout, c'est bien plus que ça. Et pour moi, la question culturelle s'inscrit là-dedans aussi, parce que c'est juste normal de vouloir s'inscrire dans un cadre qui est prévisible. Puis donc, il y a un peu des raisons matérielles pour le besoin de l'immatériel, parce qu'il n'y a pas de séparation entre les deux. Mais pour moi, oui, cette question-là des repères est centrale aujourd'hui, absolument. Mais tu cites Hobbes. Ouais. Et à la conclusion, dans ton dernier chapitre, là, tu parles de la contrainte, d'utiliser la loi pour favoriser la vertu, pour punir le vice. Pour punir le vice, je sais pas. Mais tu vois, typiquement... S'il y a de la vertu, il y a du vice. Ça, c'est sûr. Oui, c'est clair. Mais tu vois, typiquement, sur la question de la drogue, moi, je serais beaucoup plus dur qu'on l'est en ce moment. Puis, toi, moi, j'ai toujours pas accepté qu'on légalise le pot en 2015. Là. Je veux dire, moi, ça m'a... On est d'accord là-dessus. Puis pire encore, que l'État devienne le pusher, ça, pour moi, c'est vraiment genre la goutte qui fait déborder le vase. Tu sais. Mais justement, sur des enjeux comme ça, on a effleuré le sujet de la prostitution tout à l'heure. Pour moi, s'il fallait qu'on entre dans une logique de réduction des méfaits où on légalise ça puis on permet d'en faire un marché où c'est littéralement la violation la plus claire de la dignité humaine, il y aurait quelque chose d'atroce là. Au nom de la liberté, on y revient. Oui, encore une fois, thème, ça serait la manière la plus perverse de la liberté qui serait complètement fausse. T'sais. Fait que c'est là-dessus qu'il faut faire attention, bien sûr, c'est des exemples. Mais là, je connecterais cette logique-là que tu as avec le désaccord. Tout à l'heure, on parlait du désaccord, là, du fait qu'il y a des gens qui ont des valeurs morales très différentes au sein de la nation ou dans toutes les communautés politiques. Donc, si on sort d'une logique libérale et qu'on dit, OK, maintenant, sans dire qu'on devient autoritaire, là, mais qu'on se permet d'utiliser plus l'autorité pour punir ce qui est mauvais, pour favoriser ce qui est bon, bien là, il n'y a pas un enjeu que chaque fois que ce sera comme l'autre camp qui est au pouvoir, il y aura comme un inversement de c'est quoi les lois, là, de ce qui est puni, de ce qui est permis. Parce que l'idée du libéralisme, c'est quand même de dire que puisqu'il y a des désaccords, puisqu'il n'y a pas une idée de la morale, ben on s'en tient au minimum là, de où est-ce que l'État intervient, de quelle façon il intervient. Oui, bien, tu vois, les deux exemples que je viens de nommer, typiquement, il y a 50 ans, on n'en aurait jamais parlé, ça allait de soi. Puis là, on voit qu'il y a quand même un glissement. Puis, en fait, si on suppose que l'autre camp est au pouvoir en général, est-ce qu'ils se sont privés pour autant? Fait que je pense pas que, par exemple, ceux qui sont dans le camp conservatoire doivent dire, OK, bien, nous, au nom d'une vision libérale neutre, on va se laisser mener par les progressistes parce que, de fait, c'est ça qui arrive depuis super longtemps. T'sais. Fait que rendu là, après, on est dans des sociétés démocratiques. Fait que je pense que c'est à nous d'expliquer pourquoi notre vision du bien est la bonne, puis on est en démocratie. Fait qu'on peut avoir une vision du bien qui ne sera pas partagée par les autres et on perdra dans les autres. Est-ce que Sylvain, c'est parce qu'au fond, tu dis... Est-ce que tu dirais même que le déclin de nos sociétés, pour toi, c'est parce qu'au fond, on n'a pas bien appliqué le libéralisme? Est-ce que tu irais jusque-là? Ou... Non, moi, je conçois plutôt le libéralisme comme... une façon de gérer le désaccord, là, une façon Parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais lu John Stuart Mill et j'avais l'idée justement qu'elle a dit « Ah, c'est chacun pour soi, c'est de l'individualisme. Alors que j'étais quand même étonné de voir quelqu'un qui avait un discours très moral. Et son idée était que comment on fait la promotion de la vertu, c'est pas avec la contrainte, avec la force, avec la coercition de l'État, c'est simplement avec la pression sociale, avec l'opprobre, avec la valorisation. Et tu dis, est-ce que nos adversaires se privent? Mais en même temps, les progressistes, quand ils exercent du pouvoir, c'est rarement avec des punitions légales. Il y a quelques exemples, mais en général, c'est ces mécanismes-là. C'est de l'opprobre, c'est de la valorisation. Pourquoi ces moyens-là ne sont pas suffisants, ne sont pas adéquats pour faire la promotion de la vertu? Ben, j'aime à dire que c'est un peu la cour d'école des adultes. Hein? Parce que quand on parle, par exemple, de la cancel culture, c'est exactement ça. Là. C'est lui, il n'est pas fin, on ne veut plus jouer avec. C'est les mêmes personnes qui ont... Oui, les mêmes personnes qui ont gradué. Puis moi, honnêtement, je trouve qu'il est beaucoup plus sain d'avoir quelques interdictions claires et choisies que une société où on nous dit « Ah oui, vous êtes tous libres », mais que ça se marmonne toujours dans le dos puis que c'est toujours OK, comment est-ce qu'on peut ça semble être... J'ai pas encore écouté le documentaire, mais ça, comme la culture de l'annulation, il y a un côté plus arbitraire, là, plus subjectif. Là, c'est Marie-France Bazot qui sortait dernièrement un documentaire sur le sujet puis qui posait la question « Pourquoi certains vont être pardonnés, certains non? » Il y a quelque chose de moins défini, là, c'est sûr, si on s'en tient seulement à quelque chose de pas institutionnalisé, de plus... Ben oui. Puis on pourrait dire aussi, quand on regarde les pratiques étatiques,
on dirait que le bâton, on aime moins s'en servir, mais en même temps, l'espèce d'état, si on peut dire maternant, qui est toujours en train de regarder en arrière de ton épaule, celui-là, il s'est vraiment développé. Tu sais, toutes les fameuses campagnes de sensibilisation qui nous disent comment vivre à longueur de journée, moi, ça me rend fou. Puis je sais pas si vous êtes allé en France une fois de temps en temps, mais si vous êtes au cinéma, dans l'auto, etc., vous allez entendre, par exemple, à la radio, t'entends une pub de voiture, puis après ça, t'as comme le petit message obligatoire qui dit « Si vous voulez faire un trajet court, prenez la bicyclette. » Puis tu te dis « Voyons, mais pourquoi? » À ce moment-là, moi, donnez-moi un cadre clair dans lequel je serai libre, mais avoir un cadre flou, puis toujours quelqu'un qui regarde par-dessus mon épaule, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus oppressant que d'avoir vraiment des limites qui sont clairement définies et dans lesquelles on joue. Donc, si on sort du cadre libéral, mais sans sombrer dans l'autoritarisme, comment on conçoit la limite? À quel moment l'usage du pouvoir de l'État, de la punition, là, c'est quoi le concept, c'est quoi le critère qui fait que là, on va trop loin, que là, on deviendrait autoritaire? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, parce qu'on dit qu'on ne veut pas devenir un régime autoritaire. Là. Ah Est-ce qu'on ne veut pas devenir l'Iran, je pense? Là, On espère que non. J'espère. Mais c'est quoi le critère? Parce que pour moi, si on ouvre la porte à dire on punit le mal, on récompense le bien avec le pouvoir de l'État, à quel moment on s'arrête? On fait déjà ça tous les jours, en fait. Tu sais, je veux dire, il y a encore... toutes les lois sont arbitraires. Puis, comme on disait tout à l'heure, moi, je crois pas qu'en ce moment, l'État est neutre. Il y a toujours une vision du bien qui est promue. Puis, à ce moment-là, moi, j'identifie certains facteurs qui, à mon sens, contribuent justement à cette polarisation-là, à cette perte de sécurité, cette perte de confiance. Puis c'est là-dessus qu'il faudrait agir. Mais, tu sais, tout ce que tu me décris là, j'ai pas l'impression que tu me décris autre chose que le régime dans lequel on vit en ce moment. Tu penses pas qu'il y a une retenue parce que tu dis on hésite à utiliser le bâton. Donc, au sens que... Mais ça dépend envers qui. Tu regardes, par exemple, toutes les fameuses lois sur les propos haineux. Là. Ça, tu te dis, mon Dieu, c'est le goulag. Là. Tu regardes au Royaume-Uni, par exemple, les gens qui se font mettre en prison à cause qu'ils ont tweeté. Puis pendant ce temps-là, ceux qui ont tué, ceux qui ont violé, ceux qui ont volé, tu sors après 2 semaines. T'sais, on dirait que c'est un peu, on marche sur la tête, le faible avec les forts, fort avec les faibles. Puis j'ai l'impression que la matrice libérale de dire, OK, liberté versus contrainte est complètement inopérante pour penser aujourd'hui. Parce que dans les faits, c'est pas comme ça. T'sais. On prend une petite pause, puis on revient. Il va nous rester quelques minutes pour poursuivre avec les voies de passage, disons, pour sortir de ce déclin. À tout de suite. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. On est toujours accompagné d'Étienne-Alexandre Beauregard, Sylvain Aubé et Laurence Godin-Tremblay pour discuter du déclin de l'Occident, rien de moins. Un petit sujet léger aujourd'hui. Et là, on ne peut pas se laisser sans évoquer des pistes de solutions ou du moins de comment résister à ce déclin. Tu en évoques plusieurs, en tout cas dans ton livre Anti-civilisation, Étienne-Alexandre. Je pense à l'enracinement notamment. Concrètement, qu'est-ce qu'on entend par là? Bien, l'enracinement, d'abord, c'est de retrouver peut-être une vision différente de la personne humaine. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, la vision dans laquelle on est en ce moment, c'est une espèce d'autonomie maximale d'individus qui seraient isolés et qui, à ce niveau-là, seraient libres les uns contre les autres. Moi, je dis au contraire... Tu parles d'authenticité aussi. Exactement. C'est intéressant. C'est un peu la version identitaire de cette liberté-là. Ils sont conçus exactement de la même manière. Et donc, moi, l'individu, en fait, que je vois à chaque jour, que je pense qu'on est tous, c'est des gens, justement, qui sont enracinés, c'est-à-dire qui se définissent par leurs appartenances à des ensembles qui les dépassent. Que ce soit, on en a parlé, que ce soit une famille, une communauté, une école, un quartier, une nation. Et je pense qu'à travers la participation concrète dans ces institutions-là, je finis en parlant directement de la famille parce que c'est celle dont on a tous une expérience qui est très rapprochée. On voit en fait que c'est beaucoup plus compliqué que liberté, contrainte, subjectivité contre subjectivité, authenticité contre authenticité. Quand on est dans une instance qui est régie par l'amour, on espère que c'est ça au final, on conçoit qu'on a tous des responsabilités les uns envers les autres. L'amour entendu au sens pas juste émotionnel et affectif, mais au sens du don de soi, du sacrifice, de la gratification différée, de cet amour, disons, plus presque politique, qui a une dimension politique en tout cas. Laurence? Cette discussion-là sur l'amour me fait penser à... Toutes les sociétés ont en quelque sorte un mythe fondateur, là, peu importe à quel point on le connaît, des fois il est implicite ou des choses comme ça. Puis j'ai l'impression que le mythe fondateur de nos sociétés, c'est le contractualisme là, à la Hobbes, c'est-à-dire cette idée que les hommes, à leur naturel, sont en guerre les uns contre les autres, puis que la société est en quelque sorte un moindre mal, c'est-à-dire que je vais accepter de plus te voler si tu
t'acceptes de plus me voler moi. Là. On fait un deal. On fait un deal. Ouais. Comme ça, on se met des règles, des choses comme ça. Mais dans le meilleur des mondes, Platon avait déjà parlé du contractualisme dans la République de Platon. Dans le meilleur des mondes, si je pouvais avoir un anneau qui me rend invisible, dans lequel je ne serais pas puni par les autres, je prendrais cet anneau. Je briserais ce contrat-là parce que je serais comme... Ça serait la loi du plus fort, ça serait la loi de la nature. Puis là, je pourrais faire ce que je veux. J'ai l'impression qu'implicitement, on a ce mythe fondateur-là dans nos sociétés un mythe qui parle de l'homme comme d'un individu, là, vraiment en guerre contre les... Tandis que... Parlons d'un autre mythe fondateur. Un autre mythe fondateur, c'est dans le christianisme, ou je pourrais parler d'Aristote aussi, mais dans le christianisme, il y a cette idée, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça commence comme ça, hein, la Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Puis il y a Adam, Dieu donne Ève. Là, déjà, cette idée et qui se trouve chez Aristote aussi, là, que l'homme est fait pour la femme est faite pour l'homme, que la famille est naturelle, au sens où quand je me suis mariée avec Pierre-Luc, c'était pas juste pour mon intérêt, au sens où, oui, à la fin, ça va mieux pour faire les tâches. C'était comme Pierre-Luc qui fait les travaux. Non, mais c'est vrai, Pierre-Luc fait les tâches extérieures. Mon mari sait pas cuisiner, fait qu'il est bien content que je sache cuisiner. Toi, est-ce que tu sais cuisiner? Ça, c'est une autre question. OK, pardon. Je cuisine pas si pire. Puis après ça, mais il n'y a pas juste ça, là, il n'y a pas juste ça, c'est qu'on s'élève dans la vertu à travers ça, les deux, avec nos enfants aussi, et tout ça. Puis la société, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il suffit pas de vivre, mais il faut bien vivre. Puis qu'est-ce que me donne la société d'extraordinaire, outre la sécurité et la paix? Elle me donne l'instruction, elle me donne la philosophie dans mon cas, elle me donne la religion, elle me donne des biens là, que je n'aurais jamais été capable de me procurer seule. Puis c'est un mythe, cette façon-là de voir la société, c'est un mythe complètement différent de ce que la modernité nous donne, je trouve. Et bon, il y a question de Nietzsche là, à bien des endroits, du nihilisme ambiant, mais il y a aussi, en réponse à ça, dans ton travail, Étienne Alexandre, cette idée qu'on retrouve dans le christianisme qui est une civilisation a une valeur dans la mesure où elle prend soin, où elle respecte d'une manière particulière les plus vulnérables. Et ça, c'est quand même une toute autre vision de la société que ce que propose la loi du plus fort. La loi du plus fort. Oui, puis je pense que c'est là aussi, quand on parle des impensés de la liberté, souvent c'est ça. C'est-à-dire que s'il y a une norme, s'il y a une règle, s'il y a une loi, souvent c'est pour brider les excès des plus forts contre les plus faibles. Puis si aujourd'hui on peut trouver qu'il y a certains particularismes qui sont trop mis de l'avant, moi, la pire manière de réagir à ça, ça serait justement avec une espèce de sursaut nietzschéen qui dirait « OK, il faut faire la politique des forts contre les faibles ». Ce serait l'inverse de ce qui est le socle de notre civilisation. Ouais. Puis ça nous amènerait encore plus loin vers littéralement la barbarie dans ce cas-ci. Mm-hmm. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans ton livre en général. Tu ne dépeins pas du tout l'idée que des gentils à droite contre les méchants à gauche. Là, tu fais vraiment la nuance de dire que à gauche, il y avait des gens qui avaient vraiment le cœur à la bonne place, qui ont toujours le souci du bien commun. Puis qu'à droite, il y a des gens comme nietzschéens, comme dans une logique de puissance. Ouais. Puis aussi, je trouve ça très intéressant comment tu articulais comment c'est délicat entre le conservatisme et le populisme. Ouais. Parce que le populisme, qui va juste dire la politique, c'est pourri, les élites ils sont contre nous. Comment on fait cette réconciliation-là? De dire que des gens qui sont une élite, comme qui sont privilégiés, mais on a comme besoin d'être alliés avec des gens qui n'ont pas le privilège. Comment on recrée cette alliance-là? 80 secondes. Ça, c'est la question à 100$. Puis, d'une certaine manière, je peux te le résumer en 2 mots, c'est noblesse oblige. T'sais. Quand on a des responsabilités, il faut les exercer à ceux envers qui on est responsable. Autrement, on manque quelque chose. On veut revenir à Aristote. Patrick Deneen, dans son livre que je cite, Regime Change, dit « La solution, c'est une constitution mixte, c'est-à-dire où les deux classes se surveillent les unes les autres, où le peuple et les élites comprennent qu'ils ont besoin effectivement de collaborer en vue du bien commun. C'est sûr que ça demande de sortir un peu d'un cul-de-sac dans lequel on est politique en ce moment, mais je pense qu'il faut au moins oser avoir cette discussion-là pour que plus de gens se disent « OK, on est dans une espèce de cacophonie qui n'a plus de sens puis dont il faut sortir de manière productive. » C'est l'héritage chrétien. Hein? Saint Paul dit « Nous, les forts, nous ne devons pas agir selon notre convenance, et prendre sur nous la faiblesse des faibles. » Là. Il y a quelque chose, il y a cet appel au service. Là. D'ailleurs, le Christ est probablement l'exemple suprême de ça. Là. L'homme le plus noble, le plus grand, là, Dieu fait homme, là, moi c'est ce que je crois, qui s'est mis au service des autres, comme d'un exemple. Qui s'agenouille et qui lave les pieds de ses disciples. Donc ça, c'est... Puis ça, c'est difficile à voir pour les gens, c'est-à-dire qu'on a des préjugés sur le conservatisme, mais un conservatisme qui s'enracine dans le christianisme est loin d'être tyrannique ou despote. C'était passionnant à tous les trois. Merci beaucoup à vous tous pour cette discussion fort enrichissante.
Et je vous remercie à vous tous d'avoir été avec nous durant cet épisode consacré au déclin de l'Occident et à bien d'autres choses. Je remercie Barthélémy Rieu et Marianne Martin à la technique. Et je vous invite, si vous voulez poursuivre la discussion, de commenter cet épisode en vous rendant sur YouTube ou sur Facebook. Vous pouvez participer à la discussion, n'hésitez pas. Et je vous invite aussi à vous abonner au Verbe. C'est une revue, une publication qui est gratuite. Et on retrouve toutes les informations en se rendant sur leverbe.com/abonnement. À très bientôt.